Merci Olivier d'être là avec nous, puisque du coup, chez WebHelp, tu vas nous raconter ce que fait exactement WebHelp, mais vous êtes en expérimentation depuis un petit moment sur comment on intègre de l'intelligence émotionnelle dans un service client. Donc voilà, je te laisse présenter l'activité déjà. Oui, d'accord, merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Non pas pour vous parler de WebHelp, ça tombe bien, je ne suis pas là pour vendre quelque chose, donc je suis ravi. Mais au moins qu'on sache ce que vous mais faites. vraiment, en plus, je suis là pour parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est l'essence même de notre métier aujourd'hui, et surtout, c'est un métier qui est assez méconnu aujourd'hui, même si vous avez tous été en contact avec celui-là. Donc WebHelp, c'est une entreprise qui est un outsourceur de centre d'appel, c'est-à-dire que nous gérons, pour le compte de marque, la relation client à distance, que ce soit par téléphone, mail, chat et autres supports. Pour pouvoir introduire le sujet de l'intelligence émotionnelle chez nous, il faut que je vous parle de notre métier et de son évolution. C'est un métier qui a 40 ans à peu près, qui est né fin des années 70. D'ailleurs, le leader mondial, qui est une boîte française qui s'appelle Téléperformance, est né en 78, et avec un concept qui était assez simple, l'accès à des fichiers, au fait que le téléphone soit à peu près généralisé. On a dit, tiens, on va contacter les gens par téléphone et on va vendre et on va faire des études. Grosso modo, c'est ce métier-là qui a régi notre profession pendant environ 20 ans. Et dans l'inconscient collectif, c'est l'image que vous en avez. C'est-à-dire, grosso modo, c'est la personne qui vous appelle à 20h le soir pour vous vendre un portail alors que vous habitez en appartement, ou, cas réel, un Bermuda à capuche. Donc... Et ce métier-là, il a été, il a fait les beaux jours d'entreprises comme Téléperformance, et il a évolué. Il y a eu les SVI, il y a eu les automates d'appel. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on s'est dit, tiens, les SVI, ça va tuer ce métier, il n'existera plus dans 5 ans. À la fin des années 90, l'apparition de nouveaux modes de commercialisation, de nouveaux modes de communication, l'évolution des attentes des consommateurs, l'apparition de nouvelles offres, en téléphonie notamment, a fait naître une activité qui existait, mais sans être professionnelle, qui est l'activité de service client, d'assistance technique, de support helpdesk, etc. Et là, ça a donné un nouvel élan à notre métier, qui est passé dans un mode industriel. Je reviendrai sur ce concept. Et depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est le développement de ces métiers-là et leur professionnalisation. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de dire qu'un centre d'appel, c'est une usine. En gros, c'est à peu près le même statut qu'un OS il y a une quarantaine d'années. C'est-à-dire que vous avez un agent au téléphone qui manipule des outils, un CRM, un ordinateur. Grosso modo, c'est ce que faisait un OS avec sa machine à outils. Il a un superviseur, comme a encore aujourd'hui dans une usine, on a un manager aussi. La différence, et il a un process à gérer, exactement comme l'OS qui, devant sa tôle de métal, devait manipuler cette tôle de métal. Donc il a un certain nombre de champs de pression dans son univers, auquel se rajoute, fait nouveau dans un centre d'appel, un autre champ de pression qui n'est pas forcément positif, parce qu'en général, quand on appelle son service client, ce n'est pas toujours pour lui dire qu'on est très très heureux d'être client de cette marque. On l'appelle pour... Et donc il y a sur cet élément-là un nouveau champ de pression. Tu parlais d'ailleurs de charge mentale aussi. Oui, voilà. Alors, et c'est souvent quelque chose qui est sous-estimé. En parallèle de ça, on a donc une logique de recrutement, de formation de nos collaborateurs qui a beaucoup évolué, mais qui est restée assez simple sur l'aspect relationnel. C'est-à-dire, grosso modo, sans vouloir caricaturer, c'est le sourire s'entend au téléphone. Il faut éviter les mots noirs, etc. Et ça ne suffit pas à un agent pour pouvoir gérer cette charge mentale. Donc ça, c'est le métier tel qu'il est aujourd'hui, avec, dans cet univers-là, un enjeu RH monstrueux, puisque, pour ne citer que WebHelp, WebHelp a été créé en 2000, et aujourd'hui compte 50 000 agents, en Europe et en Afrique. Et WebHelp France, qui est la maison mère du groupe, a aujourd'hui à peu près 18 000 agents répartis sur 9 pays, et connaît un turnover qui est plutôt performant dans cet univers, puisqu'on est à peu près à 30% de turnover chaque année, et on a 10% de croissance. Donc ça veut dire que chaque année, on recrute peu ou prou 7000 personnes. Un point de turnover chez nous, c'est beaucoup d'argent, parce que ça veut dire quoi? Bon, il faut recruter la personne,
il faut la former, 4 semaines de formation en moyenne pour les activités que l'on gère pour nos clients. Et après, il faut la monter en compétences. Et en face de nous, on a un client qui attend de la productivité et de la qualité pour servir ses clients et générer la satisfaction. Alors, j'étais encore à une conférence la semaine dernière, ça va te faire plaisir, oui. Mais je ne te dirai pas qui l'a dit que, de toute façon, dans les métiers qui vont disparaître, les hotliners, les call centers, bientôt, ça n'existera plus. T'en penses quoi ? J'en pense, je donnais l'exemple tout à l'heure des SVI. Dans les années 2000, il y a eu le mail qui est arrivé. Tout le monde est venu nous voir en disant mais c'est une catastrophe pour le téléphone, il va disparaître tout de suite. Au milieu des années 2015, enfin aux environs de 2015, le chatbot, on est venu nous voir, c'est une catastrophe, la relation client-humaine va disparaître. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, si on ne fait pas un aggiornamento de notre métier, il y a des risques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé dans les années 2000, c'est que l'industrialisation a mené à une concentration de l'attention sur les process. C'est-à-dire que nos clients étaient rassurés par le fait de mettre en place des process dans la relation client. À tel point que vous, quand vous appelez votre service client Free ou Orange, vous entendez systématiquement la phrase « débranchez et rebranchez votre box ». C'est le process. Et il n'y a aucune intelligence relationnelle là-dedans. Et donc, nous, on est au service de nos clients, on essaye, on fait en sorte d'avancer ensemble, mais c'est très difficile à changer parce que c'est pas rassurant de donner de la liberté aux conseillers clients. Donc, on est dans le process. Et effectivement, si on est dans le process, on se met dans une situation où l'intelligence relationnelle disparaît, c'est-à-dire que nos agents, ils ne sont formés que là-dessus. Ils sont déjà finalement des machines. Et ils sont déjà des machines. Potentiellement. Et donc, forcément, ils viennent en concurrence avec le chatbot, avec tous les automates, toute l'intelligence artificielle qu'on peut mettre aujourd'hui à disposition des clients. Moi, je suis persuadé qu'il y a une vraie association des deux, comme l'évoquait votre premier intervenant. Et du coup, tu as un vrai parti pris, c'est de se dire, en ce moment, je préfère, depuis quelques mois, même peut-être quelques petites années, expérimenter l'introduction de l'intelligence émotionnelle dans mes équipes, versus avoir tout de suite un outil d'IA qui commencerait à analyser les conversations. Alors, pourquoi tu as fait ce choix et où en est l'expérimentation ? Qu'est-ce qu'elle donne ? Bon, ça fait déjà moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce métier et ça fait plusieurs années déjà que je suis vraiment très titillé par ce que je constate. À chaque fois que je vais sur un centre de contact, je fais des écoutes. Et il y a 2 ans, j'étais, pour ne pas les citer, parce que je pense que c'est le cas à peu près pour toutes les marques, j'étais sur donc un de nos plateaux qui gère la relation client pour Canal+. Et j'assiste à je fais une écoute avec un collaborateur, parce que souvent on fait des écoutes côte à côte, et le collaborateur se démène avec un client qui est dans un état d'énervement maximum, très inquiet parce qu'il a renvoyé sa télécommande, il n'a plus de télécommande pour zapper avec son décodeur Canal+, la télécommande s'est perdue, il faut qu'il paye pour avoir une nouvelle télécommande, enfin bref, cas classique. La personne qui est notre agent au téléphone gère, d'un point de vue process, parfaitement la situation. Mais d'un point de vue relationnel, c'est une catastrophe. Et alors, tous les deux montent en pression, notre collaborateur s'épuise, parce que c'est épuisant, je parlais de charge mentale tout à l'heure, et le client, alors qu'il est servi, c'est-à-dire qu'on lui procure le service attendu, et repart extrêmement énervé. Et le débrief qui a lieu derrière avec le superviseur est vraiment un élément clé dans nos dispositifs, n'est pas bon, parce que le superviseur, lui, se concentre sur les process. Et je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, il y a quelque chose à faire. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressé à l'intelligence émotionnelle, qui, de notre point de vue, est à la fois la compréhension de soi, de ses émotions et la capacité à les gérer, et la compréhension des émotions de la personne qui nous appelle pour pouvoir effectivement aussi les gérer, s'en servir et faire de la relation qui, au départ, n'est pas forcément une relation très positive, quelque chose de très positif pour les deux. Puisqu'on parlait tout à l'heure de turnover, pour nous, l'objectif, il est à la fois d'améliorer notre prestation, mais également d'améliorer le quotidien du travail de nos collaborateurs. Et comment ça a été accueilli alors ? Et comment vous avez procédé pour les accompagner sur ces nouvelles capacités à... Aujourd'hui, on est en phase pilote, c'est-à-dire qu'on a initié un premier pilote sur un plateau d'une centaine de personnes, et on est en train d'initier un second pilote sur un plateau d'environ 600 personnes. Donc l'idée, on a identifié trois
3 niveaux d'action, ou 3 endroits où il fallait agir. La première, évidemment, c'est le recrutement, puisque jusqu'à maintenant, en tout cas, à aucun moment, ne serait-ce qu'en termes de temps et en termes de moyens, on a évalué l'intelligence émotionnelle de nos collaborateurs. Donc on a mis en place un petit test. Alors je connais aussi les limites de ce genre de choses, donc on le manipule avec précaution. Ensuite, c'est à l'intérieur de la formation initiale que l'on a réintroduit, ou introduit parce que ça existait il y a un certain temps, mais l'industrialisation a fait disparaître ça. On a introduit des mises en situation qui présentent les émotions et apprennent à nos agents à les gérer. Et puis, il y a un immense chantier qui est sur le management, puisqu'on parle beaucoup aussi de symétrie des attentions dans les centres d'appel, à savoir qu'il est très difficile qu'un agent soit souriant au téléphone, pour reprendre ce terme, si on ne le traite pas bien nous-mêmes. Donc, le management et la capacité du management à justement accompagner l'agent dans la gestion de ses émotions et dans la gestion des émotions de son client est très importante. Et du coup, comment vous mesurez, là, pour terminer, aujourd'hui, le résultat, en tous les cas, de ce pilote? Vous avez regardé quel indicateur? Alors, l'avantage, c'est que dans notre métier, tout est mesure. Hein. On mesure quasiment tout. Donc, c'est assez facile derrière de mettre en place des systèmes de mesure. On a un premier indicateur qui est au niveau du turnover. Et le turnover, chez nous, je vous le disais tout à l'heure, c'est à peu près 30%, ce qui est, on va dire, pas loin d'être assez satisfaisant. C'est une moyenne, hein, évidemment. Il y a certaines situations où on est à 100%, on renouvelle l'effectif d'un centre d'appel sur une année. D'autres endroits où c'est un peu plus calme. Mais globalement, il est à 30%. Et 50% du turnover intervient sur les 6 premiers mois. Preuve, s'il en est, que c'est compliqué pour quelqu'un de rentrer dans un centre d'appel parce qu'il y a une vraie dissonance entre ce qu'il imagine, ce que c'est, ce qu'il voit, et la réalité de son métier au quotidien. Et là, la mise en place du pilote a réduit de moitié ce qu'on appelle le taux d'early leaver, les gens qui partent dans les 6 premiers mois. Ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est la courbe de montée en compétences. C'est très important pour nous, nos clients, c'est de visualiser en combien de temps un agent, une fois qu'il est rentré sur une prestation, il est au niveau des indicateurs attendus, que ce soit en productivité ou en génération de satisfaction client. Et là, la courbe de montée en compétences a été raccourcie d'environ 10%. Et dernier indicateur que l'on suit, c'est évidemment le niveau de satisfaction des clients, puisqu'on mesure la satisfaction client à l'agent. Chaque agent est capable de savoir quelle est sa capacité à générer de la satisfaction auprès des clients qu'il traite. Et là, on a augmenté de 4 points l'indicateur de cette clé. Bon, bah, merci pour ce partage d'expérience. Avec plaisir. Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des remarques ou des... Il est peut-être déjà 11h aussi, hein. Il est 10h58. Oui. Bonjour, je suis Aude. Je voulais savoir, quand vous dites que vous accompagnez l'agent dans la gestion des émotions, ouais, concrètement, comment est-ce que cela se traduit? Comment est-ce que vous le formez? Quels sont les dispositifs mis en place, etc. Alors, c'est à la fois des formations en salle sur l'identification des émotions et la compréhension de ses émotions à lui, arriver à lui faire comprendre que ce sont des choses qui peuvent être effectivement gérées et absorbées dans l'interaction qu'il gère avec son client. Et justement, de pouvoir lui faire comprendre qu'il faut absolument dissocier l'agression qu'il reçoit, souvent, avec sa propre performance. Mais donc, en fait, c'est très simplement, on travaille sur ce qu'on appelle les facteurs de motivation émotionnelle. C'est qu'est-ce qui aujourd'hui génère des actes ou génère des états d'esprit. Et derrière, on essaie de lui donner des clés pour se comprendre et utiliser ses forces pour pouvoir soit évacuer l'émotion si elle est négative, soit s'en servir si elle est positive. Et c'est surtout aussi, et l'autre pente de la formation, elle est sur la partie compréhension des émotions du client. Et de dire, OK, j'ai compris, cette personne, elle est sous stress, il faut que je sois en capacité de la rassurer, etc. Ou cette personne, elle a besoin d'être reconnue, donc il faut que je sois en capacité de lui prouver qu'on est à son service ou qu'on est en 100% en attention avec lui, par exemple. Et alors, ce sont des formations qui durent une journée,
avec des ateliers, et puis ensuite on reprend sous forme de petits refresh qu'on appelle, beaucoup d'anglicisme dans notre métier, des refresh avec les collaborateurs, soit en groupe, soit en individu, soit individu par individu, dans les débriefs que l'on fait des appels qui sont écoutés et coachés. Oui, je voulais juste vous remercier déjà parce que merci parce qu'en fait ça confirme que j'ai bien fait de choisir le métier que je fais, qui est coach et formatrice, parce que là voilà, par définition il y a un boulevard pour développer, former de nombreuses personnes à l'intelligence émotionnelle. Et je voulais juste rappeler qu'en fait ce qui est magnifique avec l'intelligence émotionnelle, c'est qu'on peut être nul, avoir un QE proche de l'huître à 20 ans et être un merveilleux partenaire relationnel à 40, parce que ça s'apprend, et c'est même la seule chose qui s'apprend jusqu'à la fin de la vie. C'est-à-dire qu'il y a eu des études, je ne suis pas médecin, mais il y a des études qui ont été réalisées, où même des gens, voilà, vraiment en toute fin de vie, même des gens très 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 âgés, progressent en matière d'intelligence émotionnelle et relationnelle. Et c'est même sans doute notre voie de progression en tant qu'être humain, c'est ça. Et oui, c'est certainement pas d'apprendre par cœur. Voilà. Ce qui n'est pas le cas du QI. Absolument, voilà ce que je disais. Ancré et qui malheureusement n'évolue pas. Là où le QI a plutôt tendance à régresser à partir de 25 ans, le QE, lui, augmente. Donc, merci pour ce marché énorme. Et dernière chose, il y a juste un outil, parce que c'est un outil magnifique qui est encore assez méconnu, qui s'appelle l'énéagramme, et qui est ancestral, et qui permet non pas de définir une personnalité à un instant T, mais au contraire de définir une progression. Voilà, justement. Merci. Il y a une autre question? Non? Bon, bah merci beaucoup, Olivier.